Conversation Dialna. Les conversations 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 Dialna. Eh bien, bonjour et bienvenue dans les conversations Dialna, comme vous l'avez compris. Je suis toujours Nadia Boucheni, journaliste et cofondatrice de Dialna.fr. Et celle que vous voyez dans le flou va se présenter. Désolée, pour une fois que je voulais me montrer, eh bien, la webcam m'a lâché de mon vieil ordinateur. Je m'appelle Nora Nour. L'univers m'écoute peut-être. Et donc, du coup, je m'appelle Nora Nour, je suis cofondatrice de Dialna, photographe, portraitiste, et je suis ravie de partager cette conversation avec vous. Donc, pour cette 7e conversation, on revient d'une part à une conversation à 4 voix aujourd'hui, après nos 2 conversations toutes les deux, Nora, mais avec un petit dispositif différent, comme vous l'avez vu. Vu la situation, on s'est dit que pour le moment, on va proposer une conversation, disons, dans l'air du temps, en distanciel. Donc, on va bien sûr regretter le confort du studio Majorelle, leur technique et leur aide précieuse pour les réalisations, leur gentillesse, en espérant qu'on puisse y retourner très prochainement. Du coup, on est chacune chez soi, mais on est quand même ensemble pour parler cette fois-ci de l'identité amazigh. Alors, que nous reste-t-il de notre identité amazigh ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités. Donc, être amazigh, c'est un peu avoir l'impression d'être une minorité dans la minorité. Pourtant, la culture et le peuple amazigh sont intimement liés au continent africain, donc on ne devrait pas se sentir minoritaire chez nous. Dans le premier épisode des conversations, on parlait des termes à utiliser pour se définir entre arabes, maghrébins, nord-africains, et aussi du coup amazigh, imazighen, arabisé, colonisé, ce qu'on veut. Et du coup, avec toutes ces vagues d'invasion, de colonisation, puis une immigration, qu'est-ce qu'on a gardé, qu'est-ce qu'on a hérité en fait de cette culture ? Donc on va débattre de tout ça. Et juste une petite précision, en ce qui nous concerne, en tout cas Nora et moi, depuis un petit moment, c'est vrai qu'on a décidé d'utiliser essentiellement les mots amazigh et mazighen plutôt que berbère. Et on ne l'a pas encore expliqué depuis le début. Donc si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas ce qu'est amazigh, c'est ce qu'on appelle communément berbère en français, mais je pense que nos invités vont aussi nous l'expliquer. C'est un terme qu'on a décidé de plus trop utiliser puisque on est dans une démarche, on va dire, de réappropriation et décolonisation, j'ai du mal, de la culture et du langage. Et donc, Nora, je te laisse présenter nos 2 invités pour lancer le débat. Eh bien, me revient cette belle tâche que de présenter ces 2 femmes incroyables. Je suis honorée de présenter tout d'abord Kautar Bihia. J'espère que je n'écorche pas ton nom de famille, très cher. Non, c'est parfait. Merci. Donc, chercheuse doctorante qui habite à Yafa et qui travaille justement sur la transmission de la culture amazigh, le devoir de mémoire et le devoir de transmission. Bienvenue à toi, Kautar. Merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment touchée. Oh, alors là, et nous, tu ne peux pas imaginer. Et celle qui brille de mille feux sur un album coloré et incroyable, Karima Amarouche, dit Karimouche. J'espère aussi que je n'ai pas écorché le nom de famille. Donc, artiste multitalent, chanteuse, comédienne, costumière, danseuse, influencée par Björk ou Missy Elliott. Elle crie haut et fort l'influence des femmes de sa vie, comme sa mère, ses grands-mères amazigh. Le titre de son album, Folie berbère, rend hommage à ses racines et regarde le futur avec dynamisme. Bienvenue à toi, Karima ou Karimouche. Comment... Merci de m'avoir invitée. Oh, vous m'appelez comme vous voulez, Karima, Karimouche. Merci à toi, on est très honorés de t'avoir avec nous. Merci. Merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être avec vous. Ah, super. Merci. Je laisse la parole à ma chère Amazigh Aïtani Amran. Allez, à toi. Alors, il fallait leur mettre dès le début. Alors, on va commencer avec une question assez, j'ai envie de dire assez simple et en même temps pas si simple que ça. Justement, qu'est-ce que représente pour vous cette identité amazigh aujourd'hui, l'une et l'autre, et Nora aussi d'ailleurs, et puis je répondrai aussi par la suite. Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre vie aujourd'hui ? Est-ce que je commence ? Oui, vas-y. Bon, alors, qu'est-ce que ça représente pour moi aujourd'hui, l'identité amazigh ?
c'est une grosse question qui... Pas simple, hein, je te l'accorde. Toute une thèse de doctorat, sinon 3-4. Pour moi, aujourd'hui, comment je me définis dans mon identité? Je me définis comme petite fille du Tamazra, dans le sens où, quand on parle des Amazirs, aujourd'hui, à pratiquement 90% des cas, on est soit immigré, soit exilé, soit héritière de l'exil. Donc pour moi, je suis française, je suis musulmane, je suis américaine, je suis tout ça, mais pas que. L'essence finalement de ce qui reste, et je le vois surtout quand j'ai eu mes enfants et que j'ai eu cette crise, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Je me suis rendu compte que ce qui était le plus urgent à transmettre, c'était ce qui est en train de disparaître. Donc finalement, pour moi, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose, la majorité, c'est quelque chose qui est important de sauver, entre guillemets, qui est important de décortiquer, de décoloniser, de rétablir. Et c'est quelque chose qui risque de disparaître si on ne prend pas à bras le corps le devoir de transmission. Et ce devoir de transmission, il ne peut pas se faire sans le devoir de mémoire. Donc, ça va au-delà de la langue. Pour moi, c'est un lien avec la terre, mais c'est aussi un lien direct avec nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres. Et pour toi, Karima, qu'est-ce que tu... Je suis complètement d'accord avec Kautar. Et puis oui, c'est aussi notre histoire, quoi, l'histoire de nos ancêtres. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, moi je filme beaucoup ma grand-mère qui vieillit, qui a 93 ans et qui parle de plus en plus qu'en amazigh. Avant, elle faisait des efforts en fait pour parler un peu en arabe parce que les plus petits comprenaient plus l'arabe que le berbère. Et puis il y a oui, voilà encore cette transmission, même des rituels, encore, enfin des rituels qui se perdent, tout ça. Enfin, donc c'est de revenir à sa culture. Et puis pareil, cette sensation-là de quand tu deviens mère, de se dire mais qu'est-ce que je vais leur laisser sur nos traditions, sur l'histoire en fait, tout simplement déjà. Et puis voilà, c'est une espèce de voyage et de quête en fait qu'on fait, qu'on n'a pas fini. Comme tu disais, Kautar, tu as beau faire des doctorats, des machins, on n'est pas. C'est un genre de voyage un peu en arrière, j'ai envie de dire, non? Tu sais, d'essayer de... Ouais, puis je pense que c'est dans nos ADN, c'est vraiment dans nos ADN, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je crois en ça, quoi. Ce truc aussi qui frôle la magie, en fait. Ouais. Un espèce de truc qui revient, quoi. Comme si tout, que ce soit la cuisine, que ce soit les choses manuelles, que ce soit... Et puis, c'est la femme, encore une fois, qui transmet. Donc, nous aussi, d'être des femmes, on a encore plus, je pense, envie, ce désir-là. Enfin, peut-être que je m'avance, hein, d'ailleurs. Hein, peut-être qu'il y a des hommes qui ressentent aussi. Et puis, je pense que ça doit être plus profond et plus violent pour une femme. Plus fort, quoi. Plus que de la violence. Ouais. Et toi, Nora, du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, cette identité? Plus je vieillis, plus ça prend de la place, en fait. J'ai remarqué cette identité parce que moi, quand j'ai perdu mon père, là, j'avais l'impression de perdre une partie de moi et que cette partie de moi, je la connaissais pas très bien, en fait. Tu vois, la langue, je la maîtrise pas du tout, alors que lui parlait amazigh, shluh avec sa famille en secret, comme ça, ils ont des codes et que nous, on ne sait pas ce qu'ils racontaient. Voilà. Et mais voilà, donc tu vois, c'est super codé, ça reste entre eux, c'est quand même très... ça reste... voilà, les frères et sœurs entre eux, c'était encore une autre forme de tribu, si tu employais ce mot. Mais non, pour moi, plus je vieillis, plus cette identité prend de la place, plus je la revendique et plus je la trouve belle. J'en deviens même à lui vouer une en fait, à cette culture. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on m'a caché, qu'est-ce qu'on m'a retiré, pourquoi ça n'a pas été valorisé? Et d'autant plus que moi, je vivais avec des personnes dites arabes. Et alors là, tu sais, on emploie des mots genre shlha, krofiya, shliha, des petits mots qui réduisent.
Alors déjà, tu n'as pas trop l'estime de toi parce que tu es un peu en France, mais alors là, comme tu dis, la minorité dans la minorité. Et ça maintenant, je laisse passer en fait. Et plus ça va, plus je veux comprendre d'où je viens, comment ça fonctionne, les mots, tout en fait. Ça devient une quête là. Est-ce que justement, vous parliez, Karima et toi, Nora, des parents, des grands-parents qui vieillissent ou qui sont plus là. Est-ce que justement, c'est pas assez... Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est à ces moments-là, quand on perd un parent, un grand-parent, qui portait vraiment en lui ou en elle cette identité de manière très forte. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là, une fois que ces personnes sont parties, qu'on se dit, bah, en fait, il me manque encore quelque chose, tu vois, genre, j'ai pas assez appris, et du coup, là, je peux plus apprendre de cette personne-là, parce qu'elle est plus là. Et il y a un trou, en fait, qui se fait dans toute la séquence que tu voudrais retrouver, et c'est d'autant plus difficile d'aller combler ces trous-là. Parce que certes, tu as encore peut-être de la famille avec qui tu es en contact ou pas, d'ailleurs, où tu es en contact plus ou moins facile avec ton pays d'origine. Mais quand tu n'as pas cette source directe, tu te dis, OK, là, ça va être encore plus compliqué finalement et retrouver l'histoire familiale et retrouver les significations de tel ou tel rite, comme tu disais, Karima, etc., rituel en tout cas. Et du coup, comment on pourrait, bon, c'est une question hyper vaste, mais qui n'a peut-être pas de réponse, mais qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas, conseiller peut-être aux personnes qui sont dans cette même démarche, en gros, bah, de ne pas attendre que vos parents ou grands-parents décèdent pour essayer d'apprendre sur cette culture, c'est sûr, mais ce n'est pas toujours évident quand on est jeune, ado, vivant en France. On en parlera après quand on parlera de l'immigration. Quand on est jeune, en tout cas, le pays dans lequel on vit nous apprend à un peu avoir honte de nos cultures d'origine parce qu'elles ne sont pas valorisées justement. Et en plus, nos pays d'origine ne les valorisent pas toujours non plus. Donc en tout cas, pendant très longtemps, il y avait quasiment un rejet, tu vois, de la langue, de la culture, parce que j'avais l'impression qu'on me l'imposait en me disant « T'es shleha, il faut que tu saches ça », sans m'expliquer pour autant ce que ça voulait dire, etc. Et c'est que beaucoup plus tard que j'essaye de revenir vers ça. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et puis, je pense que de lire, de lire, d'aller chercher, d'aller à la rencontre de gens qui en discutent. Enfin, je veux dire, oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on nous raconte des histoires, d'aller solliciter nos grands-parents, même si on ne comprend pas. Maintenant, on a des dictaphones, on a des téléphones. On peut toujours, même si on ne comprend pas tout, mais après de faire traduire par nos mères ou des tantes qui connaissent la langue. Et puis après aussi, même la génération des tantes, etc., des jeunes tantes, c'est pareil. Je veux dire, ça se perd. Même elles ne peuvent même plus nous transmettre, quoi. Ouais, et puis, si je peux ajouter, c'est que vraiment, on entre dans une phase de notre amazirité où finalement, on fait le travail d'anthropologue. Et en fait, dans tout le domaine académique, tous les travaux faits sur la mazirité la majorité sont faits par des non-amazirs, par des chercheurs blancs, par des chercheurs américains, européens. Et très peu, si on parle dans la globalité, très peu d'études sont faites par et pour les imazirènes. Et finalement, nous, en tant qu'individus, pas juste en tant que personnes travaillant à l'université, etc., mais juste en tant qu'individu, on a pratiquement ce devoir d'être dans la quête anthropologique, dans le sens où finalement, on veut des récits, on veut comprendre. On ne veut pas juste comprendre qui étaient nos grands-parents, on veut comprendre toute la trajectoire. Et comprendre la trajectoire familiale permet aussi de comprendre la trajectoire du groupe, permet de comprendre aussi l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé dans nos pays pour que pratiquement tous les villages se soient vidés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, en faisant ce travail-là, on fait aussi du travail d'histoire politique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50, 60? Qu'est-ce que ça veut dire l'arabisation? Qu'est-ce que ça veut dire l'islamisation des institutions? Qu'est-ce que ça a provoqué? Pourquoi les imazirènes, qu'ils soient juifs ou musulmans, ont dû quitter? Pourquoi ils ont dû aller chercher du travail ailleurs? Pourquoi ils ont été littéralement abusés d'un système capitaliste qui a fait qu'ils ont été relégués à des travaux qui relèvent pratiquement de l'esclavage?
c'était de l'esclavage. Je veux dire, mon grand-père, il a été mineur et il a eu une vie terrible, vivre dans des bidonvilles, etc. Donc, c'est retourné à toutes ces étapes-là de l'histoire des peuples amazirs. Et je dirais même que c'est très difficile. On en avait parlé une fois dans une interview, tu avais assisté, Nadia, avec le collectif Interagel, on parlait de la transmission et d'interviewer nos parents et nos grands-parents. Mais c'est ultra difficile parce que l'exil et la vie dans les villages, c'est traumatisant. Il y a eu beaucoup d'événements traumatisants qui sont très difficiles pour nos parents et nos grands-parents d'en discuter. Donc, c'est aussi faire ce devoir pratiquement de psychologue aussi à essayer de porter nos parents, de les conforter dans un espèce de cocon de confiance pour qu'ils puissent parler, pour qu'ils puissent vider leur cœur. Mais faut-il encore être prêt à entendre ce qu'on va entendre? Finalement, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que quand on n'est pas dans la position d'interviewer nos parents ou nos grands-parents, il reste les amis des grands-parents, les amis des parents. Souvent, quand on parle à un ami, plutôt que une famille directe, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres... Et donc, c'est à nous de faire comme on dit en anglais, connecting the dots. Et c'est un travail sur le long terme. C'est un travail qui n'est pas prêt d'être terminé. Mais je pense que ce retour en arrière, aujourd'hui, on le voit partout. Et je pense qu'on est dans un momentum. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous permet de nous projeter dans l'avenir ça nous permet de réimaginer la mazirité au-delà des frontières nationales, géographiques, mais transnationales et transgénérationnelles et transrégionales. Et je trouve que ça va être quelque chose d'un point de vue académique, scientifique, humain, etc. Il va y avoir beaucoup d'apports super intéressants pour Alors justement, tu parlais de frontières. J'aimerais qu'on revienne un petit peu, et là pour le coup, Kautar, ça va être ton expertise, sur ce qu'on appelle réellement le peuple amazir, les Imazirènes. Qu'est-ce que ça représente historiquement, géographiquement? Parce que spontanément, on va peut-être penser, parce qu'on connaît les Kabyles, on connaît les Rifins, on connaît les Schleur, et quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment va imaginer que c'est juste dans ces pays-là ou ces régions-là qu'il y a encore un peuple amazir. Il y en a, l'Afrique du Nord ou le Maghreb, de manière très, très large, recoupe de nombreux autres pays. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu jusqu'où ça s'étendait à la base et puis ce qu'il en est aujourd'hui peut-être? Ce qu'il en était et ce qu'il en est encore aujourd'hui, c'est très impressionnant. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, j'étais littéralement choquée de savoir qu'on est un peuple qui s'étend des îles Canaries jusqu'en Égypte. En Égypte, il y a encore des Imazirènes dans la région du Siwa. En Mauritanie et jusqu'au sud du Sahara, donc le Niger, etc. etc. On est, je ne sais pas combien de tribus, entre guillemets, nous sommes, mais ça va au-delà du Rifin et du Schleuch et du Kabyle, etc. Il y a les Chaouis, il y a les Keltamat, ce qu'on appelle les Touaregs, j'arrive jamais à dire leur véritable nom, les Keltamash. Un jour, je vais réussir à le dire. Donc, ce sont finalement les peuples autochtones de cette région-là. Cette région-là, avant les vagues de colonisation, avant qu'on la sépare, qu'on l'appelle Afrique du Nord ou Maghreb, parce que Maghreb, l'Arabie, ça reste une terminologie coloniale, cette région-là s'appelle le Tamzra et faisait partie intégrante de l'Afrique. Donc, en l'appelant Afrique du Nord ou en l'appelant Maghreb, on détache finalement ces gens-là de leur africanité, alors que nous sommes africains. Avant même d'être... bon, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir débattre là-dessus, mais avant même d'être arabes, nous sommes africains. Ensuite, il y a eu les vagues de colonisation, d'islamisation, bien avant. Ensuite, on a eu ces vagues de décolonisation et on a eu toute une vague d'arabisation, en fait, à partir des années 50-60, avec les mouvements d'indépendance. Ces pays-là, donc ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, se sont tournés vers un projet politique qui s'orientait vers l'Orient. Et donc, ils avaient ce projet de faire partie d'une grande hégémonie politique
qui en fait, favorisait le concept de quelque chose qui était très à la mode à l'époque, c'était l'État-nation. Donc, on est devenu un État-nation, on s'est divisé ces pays-là en États-nations à base religieuse, comme ça a été le cas avec, par exemple, Israël. Israël est un État-nation à base religieuse. Le Maroc est devenu un État-nation religieux, de la même manière que l'Algérie, la Tunisie, etc. Donc, de ce fait, tout ce qui ne correspondait pas à ce cadre national, donc non arabisant, non islamisé, était en dehors du projet, et donc a poussé énormément par exemple, les Imazirènes juifs à quitter la région pour soit s'installer en France pour les plus fortunés ou en Israël pour les moins fortunés, les moins chanceux. Donc aujourd'hui, on existe encore, on est encore là, on est encore dans les villages, mais aussi énormément dans les zones urbaines, sur les côtes, etc., là où il y a du travail finalement. Là où il y a du travail, parce que on a tendance à romantiser un peu la vie dans les villages, mais il faut savoir que dans les années 30-40, c'était la famine. Les gens n'avaient plus rien à bouffer. Il n'y avait pas de travail, les terres étaient devenues infertiles. C'était vraiment des années de disette. Je me souviens que ma grand-mère, quand elle parlait des années 40, etc., c'était des années de souffrance pour les Imazirènes. Donc, ils ont dû déjà à la base quitter pour les grandes villes. Et ensuite, avec l'arrivée du capitalisme, etc., il a fallu se rendre dans des zones industrielles, des zones urbanisées pour pouvoir trouver du travail. Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle l'immigration. Moi, je préfère, en tout cas pour ce qui est du cas des Imazirènes d'Europe, moi, je préfère parler de transfert de population dans les années 60, dans le sens où il y a des compagnies par exemple, en France, il y a le fameux Mora qui est arrivé dans les villages, qui prenait 15, 20, 30 jeunes hommes pour aller travailler dans les mines, dans les zones industrielles où les conditions professionnelles étaient vraiment... il faut juste pouvoir imaginer les conditions de travail dans lesquelles ils étaient, les conditions aussi d'habitation. Donc, finalement, donc c'est ça. Donc, les Imazirènes ne sont plus juste cloîtrés dans ces pays-là, mais ils sont aussi étendus en Europe et depuis les années 80-90, encore plus dans les années 2000, en Amérique du Nord. Donc, en termes de data, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de chiffres sur l'ethnicité. Si on peut appeler ça l'ethnicité, il y a des gens qui parlent de race, d'autres qui parlent d'ethnicité, et c'est toujours un peu le débat, comme en France où on refuse de parler de race, c'est la même chose dans nos pays, de faire ces statistiques-là, parce que ça risque de troubler vraiment le corps politique et économique. Donc, on évite ce genre de discussion, on évite ce genre j'oublie le mot en français, de statistiques, parce qu'aussi, il y a derrière ça cette idée que revendiquer la majorité, c'est quelque chose de divisive. Pardonnez-moi les anglicismes, mais donc, on n'a jamais véritablement eu de véritables chiffres sur c'est-à-dire le nombre d'Amazirs qui existent en Afrique du Nord ou le nombre d'Amazirs qui existent en dehors. Ce que j'ai vu récemment, et c'est des estimations, c'est que les deux pays en dehors du Sahara où il y a le plus d'Imazirènes sont la France et Israël. Ah ouais, ah ouais, c'est ouf ça. Donc, c'est des chiffres assez intéressants et je pense que ça mérite vraiment une étude pour pouvoir vraiment contextualiser tout ça. Et c'est ça, je vais m'arrêter là parce que sinon je peux continuer des heures et des heures. C'est passionnant. C'est hyper passionnant et on pourrait t'écouter pendant des heures et des heures, effectivement. Ah ouais. Je voudrais revenir sur du coup le nombre de... Enfin, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais le nombre de pays aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui maintenant ce sont des pays, où il y a eu, effectivement, où il y a toujours peut-être des Imazirènes. Moi je sais que quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai été assez surprise d'apprendre qu'effectivement, l'Égypte pour moi était un pays purement arabe, tu vois, comme tu le disais, effectivement, il y en a encore, il y en a là-bas,
même si c'est peut-être encore plus en minorité qu'ailleurs. Il y en a, comme tu disais, au Niger, dans les îles Canaries, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend finalement, ça, cette présence aussi massive. Je sais pas si vous, Karima et Nora, vous vous rendiez compte de ça tôt, ou c'est quelque chose que vous avez appris aussi récemment? Une présence assez étendue finalement en ce qu'on appelle l'Afrique du Nord aujourd'hui, mais surtout le nord du continent africain, en fait, de se rendre compte qu'on était si présent partout. Je savais qu'on était si présent, mais je ne savais pas si précisément en fait où. Ouais. Et après, oui, je commence. Enfin, je n'ai pas fini encore une fois ma quête. Ah, donc, voilà. je vais aller chez Kautar faire un stage. On veut tout aller chez Kautar. Ouais, on va tout aller chez Kautar. Bienvenue. Mais du coup, il y a ce rapport à l'africanité qui est complètement effacé, le fait qu'on ne se rende pas compte que ce peuple autochtone finalement était sur toute cette partie-là du continent. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui... j'ai parlé précisément des Nord-Africains qu'on trouve en France le plus fréquemment, mais même dans nos pays d'origine qui ont du mal à se dire africains. Cette arabisation, elle a aussi effacé ça. Je pense qu'il y a de l'arabisation et il y a aussi énormément de négrophobie. Il faut dire les choses telles quelles. C'est vrai, ouais, dans le sens où les Imazirènes, avec tout le respect que j'ai et l'amour que j'ai pour nos peuples, on n'est pas tous fleurs bleues, je veux dire. On a eu beaucoup malheureusement, on a eu beaucoup de collabos, on a eu beaucoup de... Et aussi... Oui, mais ça, chez tout le monde, je veux dire, au Maghreb, tu vois, je pense... j'aimerais bien savoir tu penses qu'il y a plus de traîtres dans notre peuple, c'est ça que tu dis? Non, je ne dis pas qu'il y a plus ou moins, je dis que ça existe, mais aussi, dire aussi, c'est qu'il faut aussi qu'on comprenne que, par exemple, la traite des Noirs, le marché des esclaves, a été aussi managé par les Imazirènes. Et il y a une hiérarchie, un colorisme chez nous. Et paix à son âme, il y a une vieille madame qui était ma grand-mère, Allah yarhamha, avec tout l'amour que j'ai pour elle. Il y avait une chose qui était la plus horrible que tu pouvais lui dire, c'est mais finalement on est africain. Une fois que je lui ai dit ça, elle m'a fait une tabounise. Elle t'a renié. Jamais ça. Oui, mais c'est très ancré. Bah oui, c'est très difficile de parler de ça aux grands-parents, aux personnes. Non, c'était pas possible. C'était pour eux, tu vois, il y avait un système de couleurs et plus tu es noir, plus en fait tu es des esclaves. Donc il y a un rejet de l'africanité dans nos groupes. Et encore maintenant. Et encore maintenant, mais je pense que là, maintenant, avec toute cette quête et ce momentum, je pense que c'est en train de revenir. Je pense qu'on voit émerger dans beaucoup de collectifs et d'associations un intérêt vraiment pour le panafricanisme, pour la oh my God, je perds mon français, je suis vraiment désolée, mais pour même les philosophies, le féminisme africain, etc. Donc, je pense qu'on assiste à quelque chose d'intéressant en ce moment. Nora, je te laisse prendre le relais des questions, ou à moins que tu veuilles rebondir. C'est marrant parce que, c'est marrant, façon de parler, mais comment on manque de recul par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que pour rappeler le nord de l'afrique, tu as des rouquins, tu as des blonds, tu as des noirs, tu as des marrons comme moi, oui, et même au sein même d'une famille. Moi, si je regardais ma propre famille, j'avais des oncles qui étaient noirs et j'avais des femmes qui étaient hyper blanches. Et c'est le propre. Et on a à comprendre cette palette qui existe dans nos pays. Et il y a ce colorisme qui se met en place. Évidemment, les personnes blanches sont traitées que des personnes foncées. Et moi, on m'appelait à Sorpet quand j'allais voir certains cheveux blancs parce que c'était noir en fait. À Sorpet, oui, Sorpet, je ne sais plus comment on disait. Oui, on m'appelait comme ça aussi. Toi aussi? Tous les étés. Dès que je bronze, je passe direct. Oui, ça c'est... moi, on m'appelait Blanche-Neige. J'étais la plus blanche.
Et toi, t'étais... Ouais, bah, c'est fou, quoi. Enfin, Mais ma sœur Anissa, elle est maths, par exemple. On est 3 filles du même père et de la même mère. Et Anissa, elle est très maths, les cheveux très, très, très bouclés. Et Nora et moi, ça fait une espèce de palette un camailleux. Quoi. Voilà, ça fait un camailleux de... Pardon? Je dis, je trouve que, tu vois, là, ce que tu décris de ta famille, c'est propre à cette région, quoi. Tu as de tout dans l'Afrique du Nord. Moi, j'ai vu des rouquines, des blondes et des personnes noires à Mazir. Et tu te dis, bon, on n'a toujours pas pris de conscience de qui on était, en fait. C'est à mon tour de poser des questions, très cher. Donc, il y a eu l'arabisation, puis la colonisation, et enfin l'immigration qui a été le coup final pour la disparition et les pertes des cultures. Enfin, à votre avis, est-ce que tous ces vagues de violence, on peut les appeler comme ça, ont contribué à la perte de cette culture-là à Mazir? Karima, à ton avis? Alors là, franchement, je vais appeler un ami. Je vais appeler une amie, elle s'appelle Kautar, qui va répondre. Allô, Kautar. S'il te plaît, il y a une question piège. S'il te plaît, il faut trop d'expérience là. Non, mais je vais te laisser répondre. Non, mais c'est certain que la colonisation et l'arabisation ont contribué à l'effacement pas tant de la culture, parce que la culture, finalement, elle a tellement été folklorisée et elle fait tellement partie des ingrédients pour favoriser le tourisme que culturellement, on est toujours là. Mais genre en patrimoine. Mais de manière un peu lisse, tu sais, un peu diluée. Complètement. On connaît plus la signification de telle ou telle chose. Je vais te vendre mon petit tapis berbère. C'est ça. C'est-à-dire que moi, la signification des tapis berbères, de pourquoi il y avait certains tapis qui avaient un contour et pourquoi d'autres n'en avaient pas. Exactement. Je l'ai appris dans un musée à Agadir. Mais tu vois exactement. Dans la famille, on ne savait pas, Donc c'est un savoir qui est, tu sais, tu mets dans un bocal et tu le regardes. Sans contexte, sans rien. Et puis finalement, c'est du folklore, quoi. On fait partie vraiment des gens qu'on a mis. Et honnêtement, à New York, en 2005, j'avais été dans le musée de Museum Natural History, je crois, et ça m'a choquée quand je suis rentrée dans l'aile où il y a plein de vitrines avec des peuples genre anciens, et je suis tombée face à face avec une vitrine où il y avait des schleux en train de, tu vois, la cérémonie du thé. Et je me dis, mais putain, mais ils ont osé nous mettre derrière une vitrine, quoi. On n'est pas mort, on est encore là, on n'est pas extinct, là, on est encore là. Ça va être hyper violent à voir, quoi. Mais jure, non, ça a été d'une violence. J'ai mis du temps à m'en remettre et c'est terrible. Mais pour répondre à ta question, Nora, donc oui, il y a l'arabisation, mais aussi il y a l'islamisation, dans le sens où les deux vont de pair, les deux vont ensemble. Et les deux, avec aussi le capitalisme, ont fait que la langue a été hiérarchisée. Donc, quand tu parles excellemment, quand tu excelles en arabe, donc tu as accès à des postes de pouvoir. Quand tu maîtrises parfaitement la langue et la religion, tu as une espèce de statut spirituel de guide, etc., qui te donne une autorité. Et quand tu parles français, tu as accès à toute la sphère économique, encore plus maintenant avec l'anglais. Donc, il y a une espèce de hiérarchisation des langues, aussi une hiérarchisation des coutumes, dans le sens où les coutumes à Mazir, beaucoup ont été rendus haram. Les tatouages, déjà. Le tatouage. Ma grand-mère, elle regrette et tout. Enfin, elle regrette parce que énormément de femmes l'ont même enlevé au laser. Je veux dire, mais imaginez le niveau de violence psychologique pour qu'une vieille madame de 70 ans, 80 ans, qui va à l'Hajj et qui a un petit con qui lui dit « Ah, tu vas aller en enfer parce que tu as des tatouages » et elle revient, elle va se les faire enlever au laser. Mais je veux dire... Et en plus, il y en a même qui essayaient de l'enlever à l'eau de Javel, s'il te plaît, tous les jours. Tu sais, bah si, il y a des histoires comme ça. Tu sais, les vieilles, le laser. Un manque de connaissances, voilà. On leur dit elles se disent l'eau de Javel, allez hop, et puis tous les jours, il y a cet acte de violence-là, mais aussi la rupture qui est aussi une violence dans le sens où les tatous sont faits, ce sont des rituels qui marquent
des stades de la vie. Donc, ces stades-là de la vie ça a pris moins d'une génération pour les arrêter, moins d'une génération. Tu te rends compte la violence coloniale qui est millénaire. En une génération, tu mets fin, il faut un pouvoir de violence psychologique et donc il y a cette rupture dans la transmission. Mais en plus, on passe le corps de la femme tatouée, passe de la femme tatouée sage, avec une espèce, c'est aussi un guide spirituel dans son village, etc., à femme de petite vertu, à femme qui va finir l'éternité en enfer. Donc, on passe du top dans nos sociétés à une moins que rien qui mérite l'enfer. Ça a pris moins d'une génération. Et finalement, bon, il y a eu l'islamisation qui a favorisé ça, mais l'immigration aussi, le fait de rentrer dans le milieu du travail, etc. Donc, et en France, je veux dire, en toute honnêteté, j'aime mon peuple, j'aime mes frères et mes sœurs de France, mais on a aussi été objet de cette islamisation-là dans les années 90, puisque c'était transmis dans les satellites, etc. Et finalement, en France, nos parents, combien d'entre nous, can you please close the door, Nazik? Combien d'entre nous, nos parents nous ont dit, apprends l'arabe, ça te servira plus que le tashahhid. Ça servira plus, ouais. Ah bah ouais, moi, ma mère, c'est ce qu'elle nous disait. Dans l'arabe, il voulait aussi qu'on apprenne l'islam, parce que si tu apprends l'islam et tu apprends l'arabe, tu as plus de chances non seulement d'avoir des connaissances qui te permettraient de travailler dans le monde arabe, mais aussi d'accéder au paradis. Donc, oui, finalement... et puis aussi, on était mal vus aussi. Nous, quand on était petites, quand on allait au Maroc, ma mère, elle ne voulait pas que les gens sachent qu'on était berbères. Amazigh, pardon. Ouais, tu as le droit. Donc, tout ça, ça contribue à l'effacement Ah oui, elle nous dit, ouais, c'est clair. Etc. Et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, la minorité dans la minorité. C'était déjà assez difficile, étant enfant, ado, d'être l'arabe, tu sais. Ouais. Alors, quand on est avec plusieurs familles arabes, bon, bah, on est toutes pareilles. Mais donc, déjà, tu es la minorité par rapport au pays. Et en étant Shlaha, Kabyle, peu importe, tu te retrouves à être la minorité dans ton groupe, parce qu'on te perçoit comme arabe. Donc, à un moment donné, je pense que pour certains, il y avait aussi un truc de se dire on en a marre d'être à ce point différent du reste du groupe. Donc, quitte à choisir une identité parce qu'on pensait qu'il fallait en choisir une, souvent, celle-ci était mise de côté, sauf quand on était dans un quartier où les familles imazighéennes étaient justement la majorité des familles maghrébines. Et là, le truc se renversait un petit peu, quoi. Ouais, absolument. Si dans ton quartier, il y avait beaucoup de familles amazighes, moi, je n'ai pas grandi avec la honte d'être shlha parce qu'on était tous des shleurs, à 90%. Ça aide aussi, ça participe à ça. Voilà. Ouais, ça, bien sûr. Exactement. Mais nous, on n'a jamais eu honte dans ma famille parce qu'on est tous pareils. Bon, après, avec les mariages, etc., bon, il y a eu des mariages où il n'y a pas, c'est pas du 100% amazigh, mais par contre, c'était plus le regard de l'autre. Oui, mais c'est ça, oui. Quand on allait là-bas, c'était pas dans la famille, ou c'était plus dehors, en fait, des gens qu'on connaît pas. Ouais. Mais c'est vrai que il y a eu une image de marque qui a très vite été cassée par toutes ces violences comme la colonisation ou l'exil, et ça amène à la haine de soi aussi, consciemment ou inconsciemment. Et là, je pense qu'on est dans une époque de restauration, en fait. On restaure notre estime de soi et notre image qu'on a de nous-mêmes par la connaissance et par ce genre de conversation, par des recherches qu'on pourrait faire. Et moi, justement, par rapport à ça, j'ai une question toutes les deux à vous poser, parce que j'entends souvent que dans les cultures amazighes, c'est des sociétés matriarcales. Avez-vous eu l'impression d'avoir évolué, que ce soit dans une micro-société ou une macro-société, dans un système matriarcal? Bah, moi, pour ma part, oui, complètement. Enfin, du côté de ma mère, elles sont, voilà, j'ai un oncle pour 6 tantes. Et c'est le plus petit. Donc, je peux vous dire qu'il ne fait pas la loi. On va dire. Enfin, je peux te dire qu'il marche droit. Non, mais... Et puis, bah, du côté de mon père, j'ai, pareil, toujours plus de tantes que... J'ai un oncle aussi. Un oncle et mon père, quoi. Donc, ils sont 2 garçons. Bon, même si... Il y a ce truc où, voilà, mon père, c'était la tradition, c'était, bon, il n'y avait pas... Mais une fois qu'ils se sont séparés, on était du côté de ma mère, là, c'est vraiment...
j'ai grandi, elles sont toutes séparées pratiquement. Donc, j'ai grandi avec des femmes qui ont élevé leurs enfants toutes seules, des battantes, quoi. Ouais. Donc, tu as vraiment eu l'impression d'évoluer dans un système matriarcal pur et dur, genre par les femmes, pour les femmes. Bah, par les femmes, pour les femmes. Après, bon, on est une famille nombreuse. Donc, il y a toujours des histoires où il y a eu des violences contre la femme, des espèces d'idées arriérées, etc. Après, en ce qui concerne ma famille proche, c'est-à-dire ma mère, mes tantes, etc., c'est des femmes très féministes. Et puis voilà, je veux dire, d'ailleurs, si elles ont fini seules, c'est aussi pour cette raison-là. Oui. Donc voilà, ils se sont dit non, mais attends, tu rigoles, je suis une femme libre, un mazir. Non, mais voilà, donc, et puis elles se sont débrouillées mieux, d'ailleurs, seules qu'avec ces hommes qui les empêchaient d'être libres, en fait, tout simplement. Donc, D'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Non, je te disais, et toi, Kautar, tu as eu l'impression d'évoluer dans un système matriarcal. Et question, est-ce qu'il existe encore des sociétés matriarcales à Mazir? Purement matriarcales, genre que tout passe par les femmes, quoi. Ou est-ce que c'est un mythe? En fait, oui et non, dans le sens où, en fait, comment je vais formuler ça? Je pense que effectivement, les femmes imazirènes sont des femmes qui ont une force incroyable. Ce sont des femmes qui sont capables, même dans la misère, apporter de l'espoir. Grave, il n'y a aucune famille en France ou même au bled que c'est pas la grand-mère ou la mère qui a porté toute la famille à bout de bras. Exactement. Même si le père il fait le coq, ça reste clair. La mère qui porte tout et qui permet de garder une espèce de cohésion familiale. Donc, dans ce sens-là, oui. Puis, dans ma famille, il n'y a que des femmes fortes. Je ne sais pas si c'est un hasard ou quoi. Pareil, je pense que ça doit être dans nos ADN. Hein, je vous ai dit. Mais c'est ça, ma mère, ma grand-mère, ma sœur, mes tantes, mes cousines, je veux dire, il n'y en a aucune qui est du genre à se laisser dominer ou c'est elles qui prennent les décisions, ce sont elles qui gèrent la famille, qui gèrent les enfants, qui gèrent le portefeuille, qui gèrent tout, quoi. Et je pense que ça remonte bien sûr à la structure des villages. Et il ne faut pas qu'on oublie, surtout, par exemple au Maroc, je ne sais pas trop comment ça se passe ailleurs dans les autres pays où il y a des imazirènes, mais par exemple au Maroc, quand tu penses par exemple à la production de l'huile d'argan, c'est une production purement féminine qui est organisée par les femmes, ouais. Et qui, tu vois, quand elles récoltent tout ensemble, déjà, il n'y en a pas une qui a un arbre, les arbres appartiennent à tout le monde fait la collecte et tout le monde ramène. Elles chantent aussi les rituels de chant. Elles ramènent la collecte, leurs chants, c'est des chants d'amour, de révolution, de deuil, de souffrance. Solidarité, tout, ouais. Exactement, donc c'est une espèce d'exutoire sentimental, émotionnel, etc. Et une fois qu'elles ont tout ramené ensemble, elles s'organisent, elles sont dans une espèce de grande salle où c'est en général un rectangle et chacune a une tâche et tout est discuté dans ces moments-là par rapport au village, par rapport à la vente, par rapport au management du village finalement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui malheureusement est en train de disparaître parce que à cause de la surexploitation des arganiers par les compagnies étrangères. Je ne vais pas me lancer dans cette truc-là parce que sinon ça va partir encore. Mais tu vois, il y a même d'un point de vue religieux, je veux dire, il y a tellement eu de tentatives de tuer ces moments de productivité et de décision faites par les femmes. Je veux dire, même en islam, dans un des documentaires dont on va parler peut-être tout à l'heure, les femmes se retrouvaient souvent autour des saints pour prier les saints, etc. etc. Ouais, Anzar, Ayour, tout ça. Les musulmans, non, les islamistes, les wahhabistes, etc., ils ont rendu ça haram.
Donc, du coup, ils ont brisé cette pratique. Et cette pratique-là, Oui. c'était pas juste une pratique comme ça de prière et de shirk, entre guillemets. C'était un moment où les femmes se retrouvaient ensemble, où elles priaient ensemble, où elles discutaient ensemble de leurs problèmes, et elles trouvaient des solutions ensemble. Et il y avait une solidarité dans ces moments-là. Donc, il y a des tentatives comme ça, à droite, à gauche, d'étouffer ces moments de solidarité féminine. Et je trouve ça dommage. Mais ça reste encore dans le sang. Je veux dire, dans n'importe quelle famille amazigh, tu ne parles pas de travers à la mamie. Non. Mais il y a aussi un aspect quand on aura parlé de système matriarcal ou de société matriarcale, moi qui m'a... Alors pour le coup, je me souviens pas quand j'ai su ça, mais j'ai j'ai eu l'impression d'avoir toujours eu ça en tête, qu'il y avait des femmes amazighes qui se battaient littéralement, enfin qui prenaient les armes, qui se battaient contre l'ennemi, qu'il soit l'envahisseur arabe au début, parce que ça s'est pas fait pacifiquement non plus. Il y a eu de la résistance, qu'il soit espagnol, français, ottoman, je ne sais quoi. Les femmes ont pris les armes. Et donc, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer dans nos pays parce que, effectivement, il y a eu tous ces changements par la suite sociétaux. Mais les femmes imazighénes se battaient. Elles menaient également leur tribu. Parfois, elles pouvaient être chefs de guerre, chefs de tribu. Et on a l'impression que ça, c'était... Alors, je ne vais pas idéaliser cette période, mais qu'on est passé d'une société où les femmes pouvaient même mener leur tribu à aujourd'hui où elles n'ont plus je ne dis pas qu'elles n'ont plus le droit à rien, mais où leur statut est devenu inférieur. On n'imaginerait pas aujourd'hui, dans un de nos pays d'origine, quel qu'il soit, une femme mener une armée, hein, tu vois. Non, et pourtant... Ça existe peut-être en même temps. Peut-être c'est moi qui ai ça existe, ouais. Mais pas de cette manière-là. Et c'est en ça que je me dis peut-être qu'effectivement, il y avait un truc de matriarcat à l'époque, mais j'ai l'impression que ça aussi a été perdu et effacé, du coup, cette histoire-là. Ben, c'est sûr qu'en plus, surtout en plus pendant la période d'exil, c'était les hommes qui partaient en premier, et puis les femmes se retrouvaient seules avec 10 gosses et un village à faire tourner. Donc, ce sont des femmes qui ont aussi dû défendre leur maison, qui ont dû défendre leur village, qui ont dû défendre leur honneur, et pendant la colonisation française, c'est très connu que les femmes ont caché les armes, ont fait des révoltes souterraines, et que de toute façon, aucune révolte n'aurait pu s'organiser sans le travail derrière qui a été fait par les femmes, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Et puis, on a la figure de la grande Kaïna. Oui, exactement. Qui reste un mythe, soi-disant, mais moi, je pense qu'elle a véritablement existé. Et qui est... Ah oui, moi aussi, j'en suis persuadée qu'elle a existé. D'une guerrière, on l'a transformée en sorcière, quand même. Ça, c'est c'est un peu l'histoire de Jeanne d'Arc. On la compare avec Jeanne d'Arc, Kaïna. Mais c'est clair, t'imagines la tête des mecs quand ils ont vu cette femme avec un charisme de malade en train de diriger des armées d'hommes, et surtout, c'est qu'elle gagnait. Et ça, pour les hommes, c'est pas possible qu'une femme gagne. C'est obligé, c'est une sorcière ou elle est animée par le genou, quoi. Ouais, exactement. Il y a l'exemple, du coup, j'ai plus son vrai nom. Mais on en avait parlé dans le premier épisode, Nora, si tu te souviens, de celle qui avait été nommée du coup Kharboucha, parce qu'elle avait une maladie qui lui abîmait la peau, qui était donc une poétesse amazigh, et qui, dans ses poèmes, alors je schématise l'histoire, hein, je raconte l'histoire à ma manière, c'est pire que Stéphane Baird, mais bon. Alors, les historiens, s'il vous plaît, ne me tombez pas dessus, mais qui donc dans ses poèmes se plaignait du Marzen, du pouvoir en place. Et ne pas se plaigner, elle les insultait littéralement. Oui, voilà, elle faisait plus que se plaindre, effectivement, elle les interpellait, elle les insultait, et puis elle a mené la résistance, elle a mené sa tribu qui affrontait donc le pouvoir en place, et elle a été arrêtée, emprisonnée. Je ne sais pas comment on l'appelait, mais le représentant du pouvoir local a voulu en faire sa chéra personnelle. Donc il l'a aussi violée, etc. Ça a été très difficile. Et
on a transformé sa figure historique en voilà, prostituée, femme de mauvaise vertu, etc. Alors que c'était une résistante. Enfin, aujourd'hui, on l'appellerait une résistante. Et de ses écrits, de ses poèmes, est né le chant Aïta au Maroc. Donc, c'est quand même une figure hyper importante. Et ça, par exemple, cette femme-là, j'ai appris des choses sur elle que très récemment. Tu vois, c'est pas forcément enseigné ou... moi, je connaissais même pas, pour tout avouer. Tu connaissais pas Paul Boucha? Non. On t'enverra des chansons par d'autres aujourd'hui. Ah ouais, je veux bien. Des classiques de la Haïta, ouais. Mais beaucoup de ces poèmes... Je devrais avoir honte. Quoi? Non, faut pas. Non, je l'ai découvert l'année dernière, t'inquiète pas. Je la raconte. Il n'y a aucune honte. Et ces poèmes ont été interdits, tu vois, pendant longtemps. C'est aussi toute la diabolisation qu'il y a autour de ces figures de femmes résistantes, guerrières, due à toutes les choses dont tu as parlé, mais ça participe aussi à un certain effacement. Oui, absolument. Il y a beaucoup de femmes comme ça, je pense notamment à Fadma Amrouche, Taous Amrouche. Il y a beaucoup de femmes, mais de manière générale, la question, les Imazirènes ont toujours été effacées de l'histoire. C'est-à-dire que même dans l'histoire de l'islam, par exemple, la conquête de l'Espagne, elle n'aurait pas été possible sans les Imazirènes. Bah oui. Et pourtant, on ne parle pas des Imazirènes. On parle de la musique arabe. C'est ça, on les arabise tout de suite. Bah oui. Et aussi, il y a eu énormément de productions écrites amazighes qui ont disparu, qui ont été brûlées. Et ensuite, par la suite, les Imazirènes n'avaient pas le droit d'écrire. Ça a été beaucoup d'oralité, de transmission par le récit, les histoires, etc. Donc, il y a eu une tentative d'effacement total de la carte historique. Mais disons que chaque génération a son mouvement de résistance. On n'est pas les premières à faire ressurgir le passé. Ça a été de génération en génération. Et c'est comme ça qu'on fait ressurgir tous ces noms-là, finalement. C'est ça. Et puis, je pense aussi que moins tu sais sur toi, sur ton identité, sur ton histoire, plus on peut te manipuler. Plus on peut te dire, en fait, non, t'es ça, remercie-nous, hein, c'est grâce à nous que tu as ci, tu as ça. Alors qu'en fait, comme tu dis, les plus gros généraux qui ont conquis l'Espagne étaient amazirs. Mais comme on dit, entre la légende et l'histoire, écrivons la légende, quoi. C'est ça qui s'est passé à ce moment-là, et ça se passe tout le temps. Et c'est vrai que c'est à nous de faire la recherche pour aussi être le moins manipulé possible. Plus on en sait sur nous, moins on peut nous la faire à l'envers, en gros, quoi. Moi, j'ai une question, justement, on va rester sur tout ce qui est femmes, bijoux, tatouages, accessoires et musique, bien sûr. Et je vais parler de la superbe pochette de Karimouche, qui arrive magnifique. Hein, on va essayer de faire en sorte de l'afficher. Allez, parce que ça, franchement, c'est un bijou. Hein. C'est un bijou de pochette, quand même. Est-ce que vous la voyez? Bon. Regarde-moi ça. Elle est magnifique. C'est magnifique. C'est super boulot. Merci beaucoup, les filles. Ah non, mais merci à toi, enfin, de voir des belles images. Ça me fait du bien. Tu vois, j'étais inspirée par notre culture, entre autres. Ah bah là, il y avait t'as mis le plus beau. T'as mis ce qu'il y a de plus beau et c'est très beau. C'est magnifique. Et donc, par rapport à ça, tu rends hommage aux tatouages, aux bijoux? Aux tatouages, déjà les tatouages de ma grand-mère. Tu vois, je ne sais pas si on voit. Attends. Je ne sais pas comment tourner là. Vous voyez, ça c'est une photo de ma grand-mère. Vous voyez. Attends, tu sais, recoloriser. De l'époque. Mais donc mes grand-mères, elles sont tatouées. Et puis, c'était un hommage aussi à Kaina. Parce que c'est un personnage que j'aime et qui m'inspire. Et puis aussi à Sherazade, des Mille et une nuits, quand même, qui est un personnage aussi incroyable, qui n'est pas un personnage amazigh, mais en tout cas, c'est des femmes qui m'ont beaucoup inspirée. Et puis après, le côté aussi de mutation, le fait avec nos doubles cultures, d'être en France, ce tiraillement entre nos cultures, où est-ce qu'on est chez nous, est-ce qu'on n'est pas chez nous, enfin, cette recherche en fait d'identité. Et puis en même temps, pour moi, c'est
c'est l'image. J'avais vraiment envie de mélanger ce truc super-héros, moi en mieux, quoi. Voilà, avec ces longs ongles aussi qui me faisaient penser à des armes ou à Wolverine, tu vois. Et puis aussi un petit clin d'œil à toutes les rappeuses, toutes les nanas R&B qui ont des ongles comme ça. D'ailleurs, je me demande comment elles font la vaisselle. Pourquoi la vaisselle? Comment elles attachent leur ceinture? Comment? Je sais pas. Mais voilà, donc, et puis ce mélange quoi, d'accessoires ou de matières modernes avec plein de clins d'œil de nos traditions. C'était ça l'idée. C'est magnifique. Parce que déjà, ça fait du bien de voir une image soignée sur la culture amazigh, de voir tous ces tatouages. Donc, on arrive à voir les triangles, l'homme ou la femme libre. On voit aussi les 3 petits points. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Que mes grand-mères, elles ont. Ma grand-mère, elle les a. Là aussi, le fait de mettre tu vois, tes ongles, le fait que tes ongles forment une couronne quasiment. Oui, ça, c'était une idée. Je voulais faire ça par rapport au titre aussi princesse. Et puis encore une fois, de dire pour moi, d'avoir cette image de femme, peu importe la culture d'où elles viennent, pour toutes les femmes, quoi. Et puis puis ce truc-là de nous rendre, de nous transformer en héroïne. Parce que pour moi, en tout cas dans cet album, ça m'a aidé à m'inspirer. C'est comme je nous vois, en fait, comme je vois nos mères, comme elle disait Kautar, avec tous les trucs qu'elles ont vécu et tout, mais c'est des warriors. Elles gardent quand même du sens de l'humour, enfin tout ça, quoi. Donc il y a un côté super-héros que j'avais envie de mettre en avant. Et solaire aussi, hein, parce que le jaune est omniprésent. Carrément, oui, le bleu, c'est des couleurs qui sont vives. Et puis, nous, dans notre culture, quand on regarde les bijoux, les foulards, les robes, c'est toujours très coloré. Elles mettent toujours des foulards très, très colorés. Je veux dire, nous, enfin, les Amazirs, c'est pas genre le voile blanc avec tout uniforme. C'est toujours très... C'est très Hassanajage, en fait. Vous connaissez Hassanajage? Ouais. Il y a un côté comme ça et j'aime beaucoup cet artiste et ça m'a aussi inspiré. Ce mélange, encore une fois, de trucs modernes, de trucs européens ou ce mélange, quoi. Un peu comme... voilà. Le mélange est réussi. Le mélange est magnifique. Et le titre, c'est Folie berbère. Moi, je vous pose une question à vous deux, vous trois d'ailleurs, même à toi, Nadia. Est-ce que vous pensez que quand on est amazigh, il n'y a pas quand même une certaine folie chez nous? Quand on n'est pas, pardon, ça a coupé. Quand on est amazigh, est-ce qu'il y a une certaine folie chez nous, justement? Je vais les laisser répondre avant. On a compris le jeu de mots, folie bergère, folie... Mais après, je me suis dit, est-ce que la folie ne fait pas partie de notre ADN, en fait, quelque part? Alors moi, en tout cas pour l'album, je pense que tout à l'heure, on en parlait justement de notre quête, etc. Et tout. Et moi, je pense depuis petite, enfin en tout cas, je ressentais ça avec ma grand-mère et tout, maman, un truc magique. Un truc qui est pas explicable. C'est un truc... et je pense que dans notre culture, il y a ce truc-là. Le truc de soigner, tous ces pouvoirs-là, en fait. Et je ne sais pas si je suis claire, les chants, tout ce truc mystique, en fait, qui fait que... par exemple, Kaina, on l'a pris pour une sorcière, on a, je pense, une folie en nous, que ce soit musique, couleur, etc. Tout ce que, justement, aussi la transmission, cette gaieté qu'il peut y avoir quand elle tisse les tapis ensemble ou quand elle fabrique l'huile d'argan. Bref, c'est tous ces trucs-là où il y a une espèce de truc complètement mystique, en fait, qui, moi, en tout cas, j'ai envie d'y croire et j'ai ça en moi depuis petite. Ma mère qui, par exemple, traduit les rêves. C'était mon grand-père avant qu'il traduisait les rêves. Tout ce petit truc-là, un peu, j'ai l'impression un peu de vivre un peu dans un espèce de film de Miyazaki, quoi, parfois. Miyazaki berbère, quoi. Chihiro. Excellent. Mais c'est vrai, tu vois. Il y a ce côté mystique, effectivement, et en même temps, il y a un rapport à la terre qui a l'air comme ça qui a l'air de faire de nous un peuple très terre à terre, justement, même tu sais, dans la langue. Je trouve que des fois, dans certaines expressions,
En fait, ça en devient poétique, tu vois, la manière de dire les choses, mais vraiment terre à terre. Et en même temps, il y a un rapport au divin ou à quelque chose de l'ordre de l'invisible aussi. Bah Et je ouais, pense que c'est ça, en complètement. fait, c'est le mélange de ces deux trucs-là qui, j'ai du mal à le définir d'ailleurs, qui pourrait correspondre à ce que tu disais, Nora, à la folie. Ouais, et puis je pense que, en tout cas, moi, quand je me lève le matin et que je suis vraiment dans un mood, me parlez pas jusqu'à ce que je bois ma troisième tasse de café. Honnêtement, souvent, je booste du tabac amrant ou du ouded ou quelque chose et ça me booste ma matinée, quoi. Ça me revigore. Il y a quelque chose dans le rythme des cérémonies, ahwash, etc., qui... L'heure de la transe aussi un peu, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. Complètement. Tu entres en pratique, ton corps entre en transe et puis quand tu les vois aussi dans les cérémonies, quand il y a les deux rangées d'hommes et femmes mais qui se lancent, c'est comme pratiquement des battles, tu vois. Exactement, ouais. C'est ça. Tu peux C'est ça, hein, Noura. et là-bas, tu peux quasiment entrer en transe, quoi. Les mariages Schleur, quand il y a des rangées de danse comme ça, c'est des battles, hein. Ah, c'est des battles. C'est clair. Tabac Amrant, quand elle chante, la meuf, elle mâche pas ses mots. Il y a de la gaieté, il y a de la rage, il y a de l'amour, c'est de la résistance. Il y a du franc-parler aussi. Et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les mères, elles arrivent à porter à bout de bras parce qu'il y a cette espèce de foi en Dieu, de foi au divin, peut-être pas Dieu, mais en tout cas quelque chose de divin, et qui peut se transmettre par la joie, qui peut se transmettre par la gaieté. Et c'est leur façon c'est de la résilience. Ma grand-mère, elle a vécu la misère, Miskina. Elle a vécu, mes deux grand-mères, elles ont vécu la misère. Mais quand je te dis la misère, c'est la misère. Et ce qui les a tenues debout, c'est de pouvoir chanter, de pouvoir cuisiner en chantant. Il y a toujours cette espèce de gaieté à l'intérieur qui fait qu'elles ont pu passer au-delà des obstacles énormes. C'est des super pouvoirs, en fait, hein, quelque part, pour moi. C'est ça, c'est ce côté super-héros, moi, que je trouve qui est... Exactement. Et on retrouve même dans le chant amazir, tu sais, quand tu entends ta grand-mère, ta mère chanter. Ma mère, elle chante pas beaucoup, Mskina, je sais pas pourquoi, mais ma grand-mère, elle chantait beaucoup. Et ça sonne comme du blues. Quand je vais aux États-Unis, oui, complètement. Je discutais avec une amie afro-américaine et puis elle connaissait beaucoup la question amazir, etc. Parce que les Afro-Américains aussi, ils sont dans leur quête de l'africanité et puis beaucoup réclament la mazirité. Et elle me dit, mais nous, notre blues, il vient des chants amazir. Et j'étais comme, mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, elle a commencé à m'expliquer, etc., à décortiquer les rythmes, etc. Et j'étais comme, ah ouais, quand même, c'est vrai. Et c'est ce chant-là dans les champs de coton, etc., des gens qui ont été esclavagés. On dit, je ne sais pas comment on dit en français. En anglais, en tout cas, on ne dit pas esclave, mais personne qui a été esclave. En tout cas, bref. Esclavagisé. Slaved. Comment ils disent en anglais? Ils disent pas slaves, ils disent enslaved. Donc, je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Merci Nadia. Même si c'est pas ça, on va dire c'est ça, voilà. C'est ça, parce que maintenant, c'est ça, les Afro-Américains, ils veulent plus parler de slaves, ils parlent enslaved people. Tu n'es pas esclave, on les a mis dans cet état, oui. Voilà. Et c'est vrai que le blues, quand tu l'écoutes, les chants des grands-mères, des arrière-grands-mères, etc., ça ressemble beaucoup aux chants de nos grands-mères. Et c'est cette idée-là qui a réussi qui les a aidés à passer outre les atrocités qu'elles ont vécues, quoi. Alors, moi, du coup, j'aurais une question. On parle de musique et des chants amazir. Moi, j'avais un grand problème étant enfant. Ma mère, elle va m'en vouloir si elle regarde l'émission. Moi, j'ai été traumatisée, mais littéralement, par la musique. La musique shlaha qu'on me forçait à écouter à la maison quand on allait au Maroc dans la voiture. Mais attends, non, mais honnêtement, c'était des tortures. Tu sais, des heures. Ben, si ça peut te soulager, Nadia, moi j'ai vécu la même chose avec les chirettes. Ouais,
Ah, insupportable. On se mettait du sopalin et tout avec mes sœurs au Maroc. On se mettait du coton. Insupportable. Le côté voix aiguë, en fait, je ne comprenais pas. Et parce qu'on ne m'a pas... Nasal, très nasal. C'est une voix très nasale. On ne m'a pas expliqué, tu vois, on m'a pas appris à aimer ces choses-là. Donc, c'était H24, alors que nous, on pouvait écouter complètement autre chose, tu vois, des choses de notre temps aussi. Et c'était ça tout le temps, genre les dimanches, quoi. Il y avait que ça, c'était horrible. Et du coup, j'ai mis énormément de temps à recommencer à apprécier et à essayer de comprendre, en fait. Donc, il y a le côté, tu vois, un peu culture imposée, entre guillemets, et sans que tu puisses la comprendre. Et puis, il y a le rapport à la langue. On n'en a pas beaucoup parlé depuis. Et si rapidement, on peut chacune un peu en parler. Comment on peut... comment dire? En fait, est-ce qu'on est amazigh si on ne parle pas la langue? Parce que moi, personnellement, je ne la parle pas. Je saurais dire quelques mots, quelques phrases, mais vraiment les choses basiques, très d'un point de vue enfant, tu vois, très domestique. Donc, c'est pas une vraie utilisation de la langue. Je la comprends un peu. Parce qu'aussi chez moi, en fait, l'arabe a été banni tout de suite, tu vois. Mon père ne voulait pas qu'on parle arabe, donc il y a eu Tachlihit et le français, mais à force de blocage, etc., si tu veux, je suis pas allée plus loin, puis on me l'a pas vraiment apprise, quoi. On m'a dit, bah. Oui, mais en même temps, est-ce que alors le fait qu'on soit né en France, par exemple, est-ce que le fait de ne pas parler l'arabe, ça fait de nous qu'on n'est ni marocain, ni algérien, enfin, tu vois? Moi, c'est la question que je me pose par rapport à l'utilisation de la langue. Moi, je pense que c'est là d'où tu viens, quoi. Après, il y a la langue, c'est sûr que c'est mieux quand tu la parles. Enfin, c'est mon avis, hein. Ouais. Mais après, ça fait partie de notre histoire, quoi. Donc, oui, voilà. On peut pas l'effacer, on peut pas dire non, je suis pas amazigh parce que je le parle pas, quoi. Mais c'est non. Je suis aussi d'accord, en fait, c'est vraiment une question que je me pose. Mais il y a comme une amputation de soi quand on ne parle pas la langue de ses ancêtres. Ah ouais, ça, même dans la transmission, tu vois, ça crée un trou, comme je parlais de trou de séquence tout à l'heure, mais ça en fait aussi partie. Donc, du coup, voilà. Est-ce que vous avez un rapport compliqué ou pas à la langue amazigh et comment vous la contournez si c'est le cas? Je cherche des termes, vous l'aurez compris. Moi, je vais prendre la parole, mais en fait, moi, je fais la comparaison avec les peuples celtes, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent celtes, mais ils ne parlent pas nécessairement le gaélique ou le... Et pourtant, ils vont dans des festivals celtes, ils portent des kilts, ils sont celtes et ça s'arrête là. Ces langues-là ne sont plus réellement parlées en France. Enfin, elles sont parlées dans des petits villages peut-être, mais si tu veux, elles n'ont plus de reconnaissance officielle. Donc, exactement. Elles se perdent de toute façon déjà d'elles-mêmes, tu vois. Déjà. Après, chez nous, a priori, ça risque de disparaître, quoi. Sur des pays, il y a des pays où elle est plus parlée, où elle est pas reconnue, etc. Mais quand tu vas dans nos pays d'origine, dans nos régions, moi en l'occurrence à Gadir Tiznit, les gens ils parlent que ça. Hein. Donc moi, j'y vais. Non, mais tu vas dans un coin en Écosse, ça parle, tu vois, ça parle gaélique. Enfin, il y a des endroits encore où c'est. Et puis il y a des universités où on garde encore des écrits, des livres. Donc pour moi, je fais à peu près le comparatif. Ils sont partout dans le monde. Ils ont été un peuple un peu partout en Europe. Nous, c'était la même chose, mais plus au sud. Et ça, tu pourras pas retirer ça. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'ADN à ce niveau, tu vois. Même si la langue n'est pas là, moi, tu me mets un tag, je pars, je suis partie dans cette musique, je suis partie dans la rythmique de la langue. Attends, je sens Rêve d'or, le parfum Rêve d'or, je bug. Je ne peux pas. Je suis obligée de s'assurer. J'ai eu l'image directe. J'ai eu l'odeur directe. J'ai eu l'odeur, moi, dans le nez. Grave. Donc, ça devient les 5 sens, là, ça devient même plus la langue, ça va beaucoup plus loin que ça pour moi. Donc, la langue, c'est très triste mais il y a quand même un attachement avec le peuple, quoi. C'est impossible. Enfin, pour moi, il y a de l'ADN. Je sais pas, ça va plus loin que la langue, même si la langue, comme tu dis, c'est une ambition. Je suis amazigh, ça, je me souviens que, par exemple, pour nos amis autochtones de l'île de la Tortue, donc des Amériques, eux, beaucoup ont perdu la langue, les Mohawks, les Lénapés, etc. Et en fait, pour eux, si tu arrives à avoir un lien, à retracer un lien direct avec la terre,
Donc, pour eux, tu es considéré autochtone. Dans le sens où, par exemple, ils te disent qui est ton père, qui est ta grand-mère, d'où vient ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Et donc, si tu arrives à détecter, à pointer du doigt sur la carte, je viens de là, ma grand-mère vient de là, mon père vient de là, mes arrière-grands-parents viennent de là, tu es amazir, que tu parles la langue ou non. Tant qu'on arrive à retracer, on parlait d'arbre généalogique, à retracer les tribus, d'où sont issus les grands-parents, etc., c'est ce lien qui perdure. Exactement, c'est le lien à la terre, c'est littéralement le lien à la terre. Et par contre, pour paraphraser mes amis Mohawk, il faut faire extrêmement attention au test ADN. Parce que par exemple, là-bas en Amérique, pour avoir le statut d'autochtone, il faut un certain quota dans ton ADN, etc. Mais les résultats ADN varient d'un frère à une sœur, par exemple. Et pour eux, c'est extrêmement dangereux de faire ces tests-là. Moi, je l'ai fait pour le fun. Et donc, c'était en 2008, je l'avais fait. Ils te donnent une liste de 10 pays. Wallah, il n'y a aucun pays de l'Afrique. Ils n'étaient pas au point encore, les tests. Après, Arabie Saoudite, Yémen, Oman, je suis comme, what the fuck, c'est quoi ça? Et en fait, il est possible qu'il y ait des Arabes qui soient venus et qui ont été amazirisés. On ne sait pas. Ouais. Mais l'essentiel, c'est un lien à la terre, je pense. Ouais. C'est ça l'essentiel. Après, je veux dire, si Raïssa Kelly a réussi à apprendre Tashlihit. Ah là là, ne commence pas. Oui. Raïssa Kelly. C'est ça, Nadia, il faut qu'il crée des cours de Shlha. Mais oui, ça, il faut. Mais Raïssa Kelly, non. Parfaitement. Avec quelqu'un qui parle bien. Ben, Kautar, tu parles parfaitement, toi? Non. Hein. Moi, je me mets un petit coup de bout de funeste pour rafraîchir. Oui, c'est ça. On n'a pas parlé de l'humour. Parce que je pense que en tout cas chez les Chlops, je ne parlerai pas pour le reste du peuple amazir, mais s'il y a bien une particularité, ça, c'est clair. Ben justement, c'est ma question finale, si ça vous dérange pas, juste pour remettre le truc. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus amazir en vous, selon vous? Qu'est-ce qui fait que ça, c'est moi? C'est amazir. Moi, je dirais la résilience. La résilience, d'accord. Moi, je dirais la générosité et la générosité, je veux dire, le partage avec les autres, etc. Pas dans le sens, je suis très généreuse comme fille. Non, mais le partage et la musique, pour moi. Musique, danse. Et toi, Nadia? Et puis après tout, ma grand-mère, ma mère, ma grand-mère qui habite chez ma mère, que tu l'entends parler à Mazir toute la journée, tout ça, l'humour, tout, en fait. Quand je suis chez ma mère, c'est à Mazir à 100%. C'est la première chose. Pourtant, tu es dans Lyon, mais... Ah, on est en Burberry, quand on est là-bas. Burberry. D'ailleurs, cette marque, elle vient de chez nous. Hein. Nous aussi, on fait de la haute couture. Tu veux de la haute couture, hein? Ouais. Mais d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, parce qu'après, moi aussi, il va falloir que j'aille. Il y a ma mère, pendant que j'écrivais mon album, je l'appelle et tout, pour avoir un mot, en fait. Je lui dis, maman, comment on dit espoir en shilha? Elle me dit, on ne dit pas ça chez nous. Oui, mais j'ai eu la même. J'ai eu la même. À chaque fois, chez nous, on ne dit pas espoir. Il n'y avait pas. Elle m'a fait trop rire, wallah. Elle est trop drôle. Mais elle te dit ça avec le smile, hein, pas dans la plainte. Mais voilà, c'est un constat. Et toi, Nadia, c'est quoi qu'il y a de plus amazir chez toi? Je dirais, c'est difficile comme question, mais peut-être le caractère un peu... un peu beaucoup têtu. J'allais dire. Ouais, mais ça, c'est partout. Non, c'est partout. Mais je sais, en tout cas, moi, dans la famille, c'est très ancré. Allez, on va pas dire têtu, on va dire déterminé. Tu vois, c'est un peu, on va le retourner. Ah, voilà, c'est mieux. Déjà. Hein, on a dit de mettre en avant notre culture, de l'embellir. Les mots positifs.
C'est ça, Et voilà. la beauté aussi, tu as une beauté typiquement Merci. Ouais. Oui. C'est Et toi, vrai. Nora, alors? Moi, je crois que c'est ce sens de la fête, tu sais, cette joie incassable qu'ils ont, quoi. Tu vas avoir Miseria Khalas, Grave. tu mets un bendir et ça part, et moi, c'est pareil, quoi. Dès que je me mets sur un truc. Et aussi cette connexion avec, dès que quelqu'un me dit qu'il est amazigh, en tout cas du sud-ouest marocain, Oui, on dirait qu'il y a un tramette entre nous. Tu vois, il y a Ouais. une connexion qui est de l'ordre de l'invisible, encore une fois. Ouais, l'invisible aussi qui est présent tout le long de cette conversation. Voilà. Je vais laisser Nadia conclure. Eh ben, on va conclure avec les recommandations. On va essayer de faire un peu vite parce qu'on a un peu débordé, mais bon, on est entre nous. Allez. Et ben voilà, Kautar, tu rigoles, tu vas commencer. Donc oui, alors mes recommandations, j'avais commencé avec Faiza Eitel. Alors, attends. Voilà, je vais l'afficher quand même, le livre. Qui a écrit We Are Imaziren. Donc, Faiza, je pense qu'elle est kabyle. Elle a grandi en France et elle enseigne maintenant, je pense, dans une université en Californie. Et ce livre-là, pour moi, c'est un des premiers bouquins qui m'a giflé du début à la fin, qui est excellentissime. Elle reprend donc toute l'histoire des Imazirènes. Donc elle parle de l'Algérie, elle parle du Maroc, elle parle beaucoup de l'immigration et des héritiers de l'exil amazigh. À un moment donné, dans le livre, elle parle de berbère et j'ai trouvé ça mignon et en même temps un peu comme punching in my face. La deuxième recommandation, c'était Nadia Zouaoui. Elle a fait beaucoup de documentaires, mais il y en a deux qui sont vraiment importants pour moi. C'est le voyage de Nadia. Alors attends, est-ce qu'on va mettre un petit extrait peut-être? Est-ce que ça va marcher? On connaît un peu les problèmes des femmes, les problèmes des hommes aussi. Et est-ce que ça ne te dérange pas que je fasse ça? Non, personnellement, ça ne me dérange pas. Peut-être que ça va déranger d'autres personnes. Remuer comme ça la vie des personnes, ça peut créer des tensions entre personnes, entre familles. C'est tout. نعم العالية ديري واش العالية العالية حضرتي لو ندكش انت كاينين كلام ولا ونسنت هنا كنت قرحان بصح باش كنا قاركنا تصفح دوك العباد ابريس قناه يعني اللي سميتو جوات خمايه كاع On mettra les liens si les gens veulent. Ouais. Donc il y a le voyage de Nadia et le plus récent c'est l'islam de mon enfance qui est excellentissime. Elle est basée à Québec, à Montréal plus précisément, et en fait elle part des questions sur la laïcité à Montréal et elle retrace en fait toutes ces questions sur la place de la religion dans la société, mais aussi dans nos communautés. Et elle retourne en Algérie pour comprendre l'islam d'aujourd'hui et l'islam de son enfance. Et elle fait des passages en kabylie. J'en dis pas plus. Et pour la musique, j'adore le groupe Aza, qui est un groupe de chanteurs et il y a une saxophoniste qui est super incroyable. Elle joue hyper bien. Ils sont basés aux États-Unis. Et il faut juste écouter leur musique. Ils sont pas dans le folklore, ils sont pas dans le côté surfait de la mazérité. Ils sont juste nickel. Eh ben, on va mettre un petit extrait aussi. Hop. Et ben, franchement, ça m'a l'air super bien. Là, le morceau s'appelait Akel, qui veut dire donc la terre. Et ça donne envie d'en écouter plus. Donc, on va noter tout ça. On mettra dans la description et sur le site toutes les références de tout ce que vous allez nous dire.
Mais là, déjà, moi, j'ai noté de quoi lire, de quoi regarder, de quoi écouter. Donc, on est... J'en ai encore plus si tu veux. T'inquiète, je ne vais pas te lâcher. À ton tour, Karima. De quoi de quel Moi, il y a les... nous faire moi, il y a les Sœurs Djoudjoura, voilà, qui est un groupe mythique, en fait, de femmes que vous connaissez. Hein. Elles ont même une fatwa, je crois. Eh ben, attends, on va mettre un petit extrait. Ici, en Kabylie, dans mon petit village, où les femmes, elles faisaient le petit lait, et c'est resté dans ma mémoire. En plus, elle raconte un peu... Ouais, exactement. Et à gauche, là, le beau visage qu'on voit, c'est une amie à moi qui s'appelle Nabila Nokodem. D'accord. Qui a remplacé une des sœurs décédée, là. D'accord. Mais depuis 15 ans, hein, elle l'a remplacée. On pourrait l'écouter aussi pendant des heures, mais il faut qu'on avance, il faut qu'on continue. Est-ce que tu as d'autres recommandations, du coup, Karima? Non, je reviendrai. Je vais surtout suivre les vôtres. Avec plaisir. Nora, vas-y, dis-nous. Moi, je ne pouvais absolument pas parler d'Amazirité, Amazing Amazir, sans parler de Fatemata Bahramrand. Ah bah oui, c'est obligé. Donc voilà, Fatemata Bahramrand, c'est une warrior dans le vrai sens du terme. Donc, il ne faut pas oublier qu'elle a été orpheline, elle a été maltraitée, et puis elle a eu la carrière qu'elle a eue, c'est juste incroyable, une carrière impeccable. Cheftaine, elle gère des mecs, des musiciens, elle co-gère des danseuses aussi parce qu'elles sont deux à gérer ce groupe. C'est un show business purement féminin. Elle a été aussi sénatrice, je crois, elle a été politicienne. Et c'est la première à parler Schleur à l'Assemblée, je crois. Ouais. Et on lui a sommé de se taire et elle a continué son discours jusqu'au bout en parlant en schleur et elle a écouté aucun mec. Et moi, je me souvenais aussi de l'émotion qu'elle donnait au sein de ma famille quand on mettait les vieilles cassettes VHS pour les milléniums, vous ne pouvez pas comprendre, mais et l'émotion que ça suscitait dans la famille, c'est-à-dire qu'on l'écoutait, quoi. C'est une poétesse et c'est une femme qui va compter dans l'histoire pour moi de la musique nord-africaine. J'ai une anecdote. Moi, du coup, je l'ai déjà vue chanter en vrai. Tu te rends compte? À une époque où, en vrai, Tu t'en foutais. Je m'en foutais. Je m'en rendais. Et en fait, elle est. Donc, nous, on est à Ibn chez moi. Et elle est venue chanter au mariage du grand frère d'une de mes amies, dont la famille était assez importante à Tiznit. Du coup, ils l'ont invitée pour le mariage du fils aîné, tu vois. Et elle était là, elle a chanté devant moi. Et je m'en fous, c'est horrible. J'ai honte, hein. Je m'en foutais. J'ai vu ma grand-mère, la Herma, qui était... elle était aux anges. C'était sa meilleure vie ce soir-là parce qu'elle était fan absolue. Et je me souviens, je la voyais mettre des billets, tu sais, dans la robe de Fatima, du coup. Et en vrai, j'en ai pas profité comme il fallait parce que je n'étais pas du tout dans le mood, quoi. Donc j'ai un peu honte de moi. J'ai pas profité de ça, comme il se doit. Comme il se doit, c'est exactement ça. Sur ce, on avait quand même un petit extrait pour se faire pardonner. Pas grave. J'ai plus que... là, il va falloir vraiment que j'y aille. Merci pour ton temps. On te dit merci encore, Karima. Salut, Nadia. Je te vois pas, mais merci pour l'invitation. Ah, ça y est. Nour, toi, tu étais déjà flou. Oui, mais merci à toi d'avoir donné ton temps et ton énergie. Et vraiment, c'est vraiment cool de t'avoir avec nous, quoi. Donc, je rappelais que ton album Folie Berbère est sorti courant janvier et que vous pouvez vous le procurer et l'écouter sur toutes les plateformes. On mettra en lien les clips, etc. Pour que tout le monde découvre ton univers musical.
Et puis, merci encore d'avoir... Avec plaisir, merci beaucoup. Au plaisir, Karima. À très bientôt. Eh ben, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Des gros bisous. Merci pour ce super moment, les filles. Merci. Ouais. Donc, tu nous avais cité donc, Fatima Tabarmaran, bien entendu. Et je crois que tu avais encore une autre recommandation. C'est un compte Instagram qui s'appelle Berber Woman. Et elle fait des illustrations sur des portraits de femmes amazighes, donc c'est différent. Je vais afficher ça pendant que tu parles. Hop. Et donc, c'est pas mal de portraits dessinés. Et c'est juste magnifique, en fait, ce qu'elle fait. Voilà. Très beau, hein. Et elle a fait aussi un calendrier pour Yanyar, si je l'ai bien prononcé, j'espère. Et c'est splendide. C'est beau. Et en plus, elle rend hommage à des femmes. Donc, voilà. Ouais, ça, c'est mon coup de cœur. Et on vous mettra aussi le lien de ce compte. Qui est le partage je ne sais pas mais qui est super beau à voir et franchement ces illustrations ça rencontre vraiment de la beauté, tu vois, les beautés amazighes dont tu parlais tout à l'heure, Kautar. Et à mon tour alors de vous faire des petites recommandations. Le tout premier c'est le compte Instagram et surtout le documentaire qui a été réalisé par la personne qui a créé le collectif Imaziren, donc qui est une jeune femme belge d'origine marocaine, Fatima Zahra. Et donc, elle a fait un superbe documentaire qui s'appelle Ma grand-mère n'est pas féministe, si je ne me trompe pas, hein, Kautar, tu me confirmes. C'est bien ça. Alors, elle l'avait mis en ligne il y a quelques temps par rapport à un festival, je crois, et en accès libre. Et du coup, là, il y est plus, mais je pense qu'elle va certainement le remettre de temps en temps parce que avant le Covid, elle allait elle-même dans les festivals et autres. Là, c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même pas mal de choses qui s'organisent en ligne. Et je vais vous montrer au moins le visuel qui a été créé pour le documentaire qui est... Et tu sais, Nadia, on l'avait sélectionnée pour le New York Forum of Amazigh Film. Oui, tu m'en avais parlé. Elle était censée venir, elle avait toutes ses chances de gagner, mais malheureusement avec la Covid. Ouais. Moi, je sais pas qui a été nommé en dehors d'elle, mais pour moi, c'est une grande gagnante. Voilà, déjà. Ouais. Et vraiment, c'est un superbe documentaire qui est très court où elle est au Maroc chez sa grand-mère et elle filme sa grand-mère, qui est donc une grand-mère mazirène du Rif, qui parle d'elle, de sa vie, de sa vie de femme aussi. Et le titre est un clin d'œil parce que le mot féministe n'est pas forcément un mot qui est utilisé par les femmes de nos pays, de nos régions, et pourtant elles le sont certainement. Elles l'incarnent. Que pas mal de gens qui se définissent comme telles. C'est clair. Plein de douceur, forcément vous allez voir et reconnaître vos grands-mères également. Donc voilà, dès qu'il est en ligne, n'hésitez pas à le regarder parce que c'est super beau. Et puis le collectif Imaziren, au-delà de faire ce documentaire, est un superbe collectif de femmes militantes en Belgique qui certes à la base était certainement créé pour aussi transmettre et partager cette culture amazigh, mais qui n'est pas que ça, puisqu'elle participe à des luttes contre l'islamophobie, contre le racisme en général, les violences policières et autres, et elles sont très très actives et très efficaces. Donc on les salue. Et puis comme on avait dit qu'aujourd'hui on allait avoir plus d'une recommandation, je vais vous parler aussi d'une créatrice de bijoux. Alors pour le coup vraiment c'est gratuit, elle m'a pas donné de bijoux. J'aurais beaucoup aimé. La marque s'appelle Berberisme, si je le prononce bien. Et où est la page? Là, je vais vous montrer. Ça a l'air le design ressemble à cette page, à cette créatrice. C'est vrai. C'est elle, mais on lui demandera. Et donc voilà, moi j'avais repéré une paire de boucles d'oreilles il y a quelques mois, et en fait elles sont des pièces limitées. Donc du coup elle en fabrique pas de manière tu vois, industrielle, quoi. Il y a quelques pièces et si tu les rates, c'est foutu pour toi. Tu peux pleurer à tout jamais, ce qui a été mon cas. Mais voilà, c'est super beau. Donc, c'est de l'inspiration amazigh. C'est pas les bijoux traditionnels comme on peut les trouver, comme celui-ci et autres, ou ce que j'ai là, qu'on peut trouver à Tiznit ou autre. Mais c'est vraiment des créations inspirées de ces bijoux-là. Et je trouve que c'est un moyen de se réapproprier aussi cette culture-là, cet artisanat-là. Assez belle et assez intéressante. Tu vois, il y a par exemple, je ne sais pas si on va le voir s'afficher correctement, ce genre de
collier de tête, on va dire, de couronne, qui rappelle effectivement les bijoux portés par, encore une fois, les Aïbar Maram, parce qu'on est hyper on va parler que de nous. Hein. Voilà, je trouve ça super beau. Et en même temps, elle explique aussi, quand elle, voilà, sur son compte Insta, quand elle met la photo de ce bijou, elle ne se contente pas de dire, tu vois, bijou berbère. Elle raconte aussi l'histoire de ces bijoux, de cette tribu. Donc, je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas, de se réapproprier ça et de continuer à en faire autre chose. Et puis, allez, on est fou, j'en dis une troisième, et du coup, on va pas voir mon t-shirt. Mais voilà, c'est la créatrice de ce t-shirt-là, qui s'appelle la maison Petite Kabyle, je ne dis pas de bêtises. Je cherchais son livre, je ne sais pas si j'ai son livre aussi. Elle avait sorti un livre il y a quelques temps, Jeunesse. C'est Kabyle en route pour Chefchaouen. Et en fait, elle a pas mal de projets. À la base, elle fait des t-shirts, et puis elle avait fait des robes aussi, un peu d'inspiration kabyle, des bijoux. Je crois qu'il y a un collier à elle aussi, quelque part. Puis elle avait fait ce livre-là en ayant le projet d'en faire d'autres, et malheureusement, elle n'avait pas pu continuer. Donc j'espère qu'elle pourra en faire. Elle s'appelle Sonia Amori, la créatrice. Le petit personnage, la petite Kabyle, c'est son avatar, hein, c'est elle. Et donc là, en l'occurrence, elle a raconté un petit peu la ville de Chefchaouen et les coutumes locales. Et puis, elle avait pour but, et puis il y a une page avec l'alphabet, Tifinart, je ne sais pas si on voit bien. Et elle avait comme d'en faire, après, pour plusieurs régions amazières, tu vois, que ce soit ensuite la Kabylie, chez les Chaouis ou autres. Et puis, elle n'avait pas pu, elle n'est plus en contrat d'édition, mais j'espère qu'elle pourra en refaire d'autres, parce que je trouve ça hyper chouette pour les gamins, et surtout, d'ailleurs, même pour les grands, d'apprendre un peu comme ça, de cette manière-là. Voilà, c'était mes recommandations du jour, assez éclectiques, ma foi. Je crois qu'on est allé au bout, hein, plus qu'au bout. Là, on a bien débordé. Quand on n'a pas les gens du studio Majorel avec nous pour nous dire il faut arrêter, on déborde. Kautar, écoute, on te remercie énormément d'avoir participé à cette conversation un peu désorganisée en distanciel, mais ça va, donc c'est bien. Merci. Et merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment super sympa, et puis ça fait toujours du bien de parler à des filles de la communauté. En tout cas, moi qui suis complètement en dehors de la France et complètement déconnectée physiquement de la communauté, ça me fait du bien. Donc, merci. Le fait de l'avoir fait comme ça nous a permis de t'avoir comme invité, parce que sinon ça aurait été compliqué. Donc, ça aurait été un peu compliqué. Voilà. Nora, merci encore d'avoir été là dans le flou. Merci à vous deux. Merci à toi, Nadia, d'avoir organisé tout ça. Et puis, Kautar, te dire merci ne serait pas assez, parce que tout ce que tu fais pour rétablir et restaurer notre culture, c'est juste extraordinaire, quoi. Donc, merci ne serait pas assez pour te... Il faudrait inventer un peu. Pas encore. Je ne fais pas non plus énormément de choses, mais pièce par pièce, Inch'Allah. Tes pièces sont précieuses. En tout cas, tu nous fais du bien. Oui, exactement. Merci aussi du coup Karimouche qui a dû partir un petit peu plus tôt. On mettra toutes les infos, tout ce dont on a parlé, les noms, les références, etc. en description sur YouTube, sur le podcast Spotify et autres, et également sur le site dialna.fr. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine conversation. Merci. Azoul.